C'était l'esprit des samouraïs. Aujourd'hui encore, le Japon conserve leurs souvenirs au cours de nombreuses fêtes et processions. Celle-ci a lieu chaque année à Nikko. Pour un touriste, ces cris peuvent paraître barbares ou inutiles. Cependant, derrière les apparences, les samouraïs, disparus du Japon voici moins d'un siècle et demi, ont su transmettre leur science du combat et leur enseignement. Aujourd'hui, on pourrait croire que leur image n'apparaît plus que dans les épopées filmées. Pourtant, cachées dans les campagnes reculées, de vieilles écoles, très secrètes, subsistent et conservent génération après génération les techniques et l'esprit des vrais arts de combat. Nous avons pu pénétrer, souvent pour la première fois, dans ces écoles ou dojos. Quelle que soit la technique pratiquée, sabre, bâton, lance, arc, karaté, sumo, aïkido, tout cela n'a finalement qu'un seul but, former au-delà de ces techniques un homme total, maître de son esprit, de son corps et de son instinct. C'est quand il a atteint l'unité qu'il devient un vrai maître. De nos jours, chaque Japonais a pratiqué à l'école au moins l'un des arts martiaux. Nous sommes précisément dans l'une des plus étranges écoles du Japon, Maniwanem. Cette école se caractérise par son cri ou kiai, qui a pour but d'atteindre l'adversaire au centre de son être. Le cri sort du ventre, nommé hara, car ici c'est le ventre qui est une des clés les plus importantes. Il est le siège des forces physiques et des forces psychiques. C'est de là que part le souffle. Dans l'art du sabre, l'attaque se fait avec le ventre. C'est la force physique et psychique du hara qui est projetée en avant. Les bras ne sont que les exécutants d'un mouvement qui part du centre de l'être. Autre apprentissage, le yai. C'est l'art de faire littéralement bondir le sabre hors du fourreau. Art noble par excellence que pratiquent tous les grands maîtres d'arts martiaux. Nous allons rencontrer Maître Otake, qui continue aujourd'hui l'enseignement d'un samouraï de génie, Isaza Yanao, qui au XVe siècle créa la première grande école de sabre du Japon, nommée le Katori Shinto. C'est la seule école qui soit classée bien culturel japonais. Pour Maître Otake, l'art guerrier n'est point l'art de la guerre, mais bien l'art de la paix intérieure. Il faut apprendre à gagner sans jamais se battre, dit-il. C'est la méditation qui peut donner une telle conscience. Ces signes
sont ceux de la concentration. Ils ne sont enseignés qu'aux initiés. La concentration doit pouvoir s'acquérir instantanément et n'importe où, dit-il encore. Maître Otake conserve non moins scrupuleusement la tradition religieuse de son école. Tout entraînement est aussitôt précédé d'une visite au sanctuaire où il reçoit avec ses élèves la purification selon le rite religieux shinto. Bien que différent selon chaque école, l'art de tirer le sabre doit toujours être un acte instantané. Le célèbre sabre japonais, le katana, était l'âme même du samouraï, ce qu'il possédait de plus sacré. À 15 ans, le samouraï recevait son sabre. À sa mort, l'arme devenait objet de vénération dans la famille, arme extraordinaire, et l'artisan qui la fabriquait considérait son art comme une sorte de sacerdoce. Ce n'est qu'après prière et purification qu'il entreprenait son travail. Ce geste sert à faire tomber les gouttes de sang avant de rengainer. Peut-être pourrait-on comprendre la véritable dimension des arts martiaux du Japon si l'on pouvait expliquer pourquoi les plus grands maîtres mouraient tranquillement dans leur lit après avoir livré d'innombrables combats. L'un des plus célèbres d'entre eux, Miyamoto Musashi, affronta au cours de plus de 60 combats de nombreux adversaires à la fois et décéda de mort naturelle. C'est pourquoi il était d'usage de dire au Japon que seul un lâche ou un grand maître avait le droit de mourir dans leur lit. L'explication de cette sorte d'invulnérabilité tient au développement d'un sixième sens ou pouvoir de pressentir une attaque. Pour un grand maître, l'adversaire est transparent. En état de défense, il sent instantanément d'où va partir le coup mortel. Sa riposte est foudroyante, en une fraction de seconde, l'adversaire est hors de combat. Une minorité parmi ceux qui pratiquent les arts martiaux parvient à l'éveil de telles facultés. À partir de là, les pouvoirs sont parfois si étendus et diversifiés que les maîtres refusent d'en parler. Toutefois, l'accent n'est jamais mis sur l'acquisition de tels pouvoirs, et aujourd'hui comme hier, seule une vie pure et intègre permet de conquérir une véritable efficacité dans les arts martiaux. Pour parvenir à tirer le sabre d'un geste instantané, les samouraïs d'hier s'entraînaient à couper au vol les flèches tirées droit sur eux à quelques dizaines de mètres. C'est un entraînement qui s'est perpétué dans l'école de Maniwanen.
Autrefois encore, pour acquérir l'efficacité des coups portés, on découpait le corps et les membres des cadavres de condamnés. Aujourd'hui, maîtres et élèves s'exercent sur des bottes de paille humides ou des bambous. Les samouraïs se faisaient face, tenant leur long sabre à deux mains, et souvent l'un des combattants périssait coupé en deux. Aujourd'hui, l'entraînement des maîtres se fait toujours visage nu, avec d'anciens sabres de combat aussi tranchants que des rasoirs. Quel que soit le coup porté, même si la pointe du sabre menace la gorge ou l'œil, l'adversaire doit rester totalement impassible. Cela se nomme zanshin. Seule une maîtrise parfaite permet d'arrêter le sabre exactement au moment où le coup deviendrait mortel. Autre arme, analogue au célèbre sabre, l'épée de bois ou bokken. Elle est devenue au cours des siècles de plus en plus populaire dans les assauts. Il s'agit en fait d'une arme extrêmement redoutable si elle est maniée correctement. C'est avec une épée de bois que Miyamoto Musashi remporta une victoire contre Sasaki, un autre grand maître jusque-là invulnérable. Mais ces épées de bois étant trop dangereuses, on les remplaça progressivement par des bâtons ronds. Ces bâtons ronds sont ceux de l'école d'Arakiryu, première forme d'un art qui va bientôt devenir extrêmement populaire, le fameux kendo.
L'arme est ici formée par 3 lamelles de bambou reliées ensemble, nommées shinai. Une garde protège les mains recouvertes de gants épais. Un casque, la tête. Dans le kendo, toutes les règles concernant le combat au sabre subsistent et sont respectées. On dit que le shinai est revêtu de l'esprit du sabre. Cette école est celle du grand maître Takano de Kamakura. Les cris sont ici particulièrement impressionnants. Dans tous les arts martiaux, les cris visent tout autant à décontenancer l'adversaire qu'à exprimer la brusque libération de l'énergie. Maître Takano, qui s'oppose ici à un autre maître, illustre une forme de combat réservée à ceux qui ont atteint dans le kendo le plus haut degré. On peut notamment percevoir l'une des règles fondamentales de tous les arts martiaux. Elle concerne le regard. Il faut, souligne Maître Takano, à la fois voir et ne pas voir l'adversaire pour pressentir ce qu'il va faire. Il doit être transparent, il faut le regarder comme on voit une montagne au loin. Dès l'âge de 3 à 4 ans, garçons et filles peuvent apprendre le kendo. Le plus âgé de ces 80 petits élèves de Maître Takano n'a pas 7 ans. Saluez, maître, nous aimons notre pays. Nous respectons nos parents. Nous respectons le cérémonial de nos traditions. Nous respectons notre enseignement. Nous accomplissons nous-mêmes notre devoir. Nous respectons nos camarades. Nous jurons de nous créer un esprit et un corps sains. C'est ensuite la méditation.
Les plus grands maîtres, ici Kamimoto Eishi, le plus grand maître du kendo au Japon, se font un devoir d'initier eux-mêmes les plus jeunes enfants. Aujourd'hui, le kendo s'est considérablement répandu au Japon. 3 millions d'enfants et de jeunes gens l'apprennent et le pratiquent. L'une des plus vieilles armes japonaises se nomme le naginata. Il fut utilisé contre les cavaliers sur les champs de bataille. C'est une sorte de long bâton terminé autrefois par une lame extrêmement tranchante. Le naginata a été adopté presque exclusivement par les femmes qui en ont fait un sport très pratiqué et très populaire. L'apprentissage suppose 3 ou 4 années d'entraînement indispensables aux techniques de base. Frapper, parer, pointer, couper, s'esquiver. Plusieurs années de pratique assidue seront encore nécessaires pour parvenir à la maîtrise. Mais le véritable entraînement est avant tout, ici encore, spirituel. Et 12 000 femmes environ pratiquent le naginata au Japon. Cependant, pour retrouver la grande tradition du naginata, il faut se rendre à l'école de Jikishin Kageryu. Elle est dirigée par Madame Teruke Shimada, qui en manifeste la plus pure tradition.
Dans les temples, parfois, se déroulent aussi des cérémonies laïques ou sortes de tournois de naginata ou de kendo. Arme nouvelle et très humble, le bâton long. L'école du Katori l'a élevé à la dignité d'un vrai art de combat. Les moines guerriers du XVIe siècle en firent leur arme préférée. Ils disaient que l'humilité du bâton pouvait devenir puissance et vaincre, voire briser le fameux sabre. Ici, 3 mètres montre que la force de concentration peut mettre en échec l'apparente invulnérabilité du sabre. Le sumo, ou lutte à main nue, est le plus traditionnel des arts martiaux japonais. Il n'existe au Japon qu'environ 50 grands sumotori. Certains pèsent plus de 150 kilos et mesurent quelquefois près de 2 mètres. La lutte du sumo est relativement courte, quelques minutes au plus. Elle consiste à projeter l'adversaire hors d'un cercle étroit tracé sur le sol. L'attaque est donc extrêmement rapide et violente. Les lutteurs s'observent, l'un en face de l'autre. Ils se balancent d'une jambe sur l'autre, se saisissent par la ceinture, et dès que l'un d'eux touchera le sol ou se trouvera hors du cercle, la partie est perdue. C'est un combat désespéré et absolu. Le grand maître mondial de l'aïkido se nomme Kishomaru Ueshiba. C'est dans ce paysage même que son père, Morihei Ueshiba, enseigna et créa un temple et un dojo devenus les sanctuaires de l'aïkido. Nous entrons dans le temple avec lui, puisqu'une fois par mois, le maître Ueshiba vient dans ce dojo d'Iwama honorer la mémoire de son père selon les rites de la religion Shinto.
川も原に神つまり松本次をやつに狼の御事持ちてやおよのずの神たちをかむ集えに集えたまいかむはかりにあかりたまいて伊豆の狼水の狼は豊鷲原の水ほど国を靖国と海外へく広姫さんと天下りたまいかくはまくらりたまいちよものくぬちにあらず神たちをばかむとわしにとわしたまいかむ払いに払いたまいてことといいわねけたちくさんたのきくがにをきたらしてあまつくらそうもとがりたちすえかりきれてやはりにとしさしてあまつのいともとのいともとのねかくならばLa souplesse coulante de l'aïkido, le maintien d'un centre stable, l'art d'utiliser l'énergie de l'adversaire, celui de ne jamais perdre son centre de gravité, toutes ces règles ne seront honorées que grâce à une profonde unité. Cette unité, on l'appelle musique ou souffle. Et le maître dit que le souffle n'est autre que celui de l'univers. Comme son père, Maître Ueshiba a appris à projeter des adversaires sans même les toucher. Et comme lui, il perçoit les intentions et la présence de personnes situées hors du champ de perception des 5 sens. L'aïkido est par excellence l'art de maîtriser le corps et toutes les formes de la vie par l'esprit. Le maître Ueshiba pousse jusqu'à la maîtrise l'art d'obéir aux lois mêmes du cercle. Au contraire, Maître Yamaguchi, que voici, pratique un aïkido plus dur. Mais il est aussi maître de kendo.
contemplons une dernière fois l'art si harmonieux de Maître Ueshiba. De combat, redoutable elle aussi, le kusarigama. C'est une faucille attachée à une chaîne entraînée par une boule de plomb. Longue parfois de 4 mètres, la chaîne pouvait s'enrouler autour du cou, du pied ou même du sabre de l'adversaire. Quant à la faucille, elle servait, on s'en doute, à trancher la tête.
Pendant 300 ans, dans l'île d'Okinawa, les rois interdirent toutes les armes. Puis les Japonais occupèrent l'île. Les paysans et les guerriers durent alors développer des arts de défense pouvant passer inaperçus. C'est ainsi que la faucille, ou kama, servant à couper les blés, devint une arme redoutable. Autre arme traditionnelle d'Okinawa, le sai, ou sorte d'épieu de fer, dont la garde est protégée par 2 crochets de fer. Les policiers paraient les attaques du sabre et saisissaient la lame dans ce crochet. Il était relativement facile de désarmer l'adversaire, voire de briser la lame. Nouveaux outils agraires transformés en armes, le tomfa, bâton servant à écorcer le riz. Puis, le fléau à céréales, le nunchaku. C'est encore dans cette île d'Okinawa que se développa l'art des mains vides, ou karaté. L'école de Shorenji Kempo abrite des moines bouddhistes qui pratiquent le karaté comme complément à la méditation. Leur technique englobe non seulement les points, mais les sauts et les projections.
Le maître japonais Funakoshi Jishin, qui introduisit en 1921 le karaté au Japon, disait que l'essence du karaté est d'être non violent. C'est pourquoi le maître Shiokawa, qui gouverne plus de 3000 élèves, enseigne avant tout l'art de la concentration et de la respiration. Cette forme de respiration, dite ibuki, permet notamment de ne pas sentir la douleur, de rester insensible, quoi qu'il arrive. Là encore, tout est centré sur la maîtrise du ventre. Les samouraïs archers furent de tout temps célèbres pour leur habileté consommée. La tradition japonaise a bien entendu conservé cette forme d'art sous le nom de yabusame, ou tir à l'arc à cheval. Ici, tout l'art est dans le souffle. Synchroniser le souffle et le tir, le rapide et l'immobile, c'est, dit-on, le secret du but. À certains moments, les plus grands temples bouddhiques, tels celui du Sanju-san-gendo à Kyoto, ouvrent leurs portes à des tournois réservés aux maîtres et aux jeunes gens. La fête est presque laïque. Les grands maîtres d'autrefois parvenaient à des tirs de presque 800 mètres. Aujourd'hui, un tir de 400 mètres est très exceptionnel et pour les étudiants, la cible est à 90 mètres. En fait, l'art du tir à l'arc est aussi une expression religieuse. La religion shinto
célèbre l'esprit de la flèche, seul capable de traverser le monde, de percer le cœur du cosmos et de le lier visible et invisible. やそうか日はあれども今日の行く日のたる日のおよき日を選び定めておほまえに弓道本田流の室人たち亀岡師範を頭として使い祀る名言人図両引き目ののりを使い祀りてMais c'est à travers le bouddhisme zen que le tir à l'arc s'est élevé à sa plus haute signification. Pour le maître Suhara, l'un des supérieurs du grand temple zen Engakuji, le tir à l'arc, la méditation et la vie intérieure ne sont jamais séparés. Autrefois, il n'était pas rare qu'à la fin de leur vie, de grands samouraïs deviennent moines zen. Comment expliquer que tel homme capable de couper en deux un adversaire en une fraction de seconde adopte une spiritualité qui est par essence non violente? C'est sans doute parce que les arts martiaux, effaçant la peur, créent au-delà de la violence maîtrisée une conscience plus vaste de la paix intérieure. Le maître Suhara, comme tous les grands maîtres du tir à l'arc, n'explique jamais ce qu'il sait. La science du tir, c'est avant tout la pratique du tir. Les mouvements sont infiniment lents. C'est le point de concentration qui doit lâcher la flèche. Alors seulement,
si la volonté ne joue aucun rôle. Le tir est pur. Pour le véritable initié, le but est toujours secondaire. La flèche quitte l'arc comme un enfant laisse tomber quelque chose de ses doigts, avec innocence et oubli. C'est ce qui tire en l'homme qui est seul important. On doit toujours viser, dit le maître, plus loin que la cible. On doit viser très loin. C'est toute notre vie, tout notre esprit qui part dans la flèche. Et lorsqu'on a tiré, ce n'est jamais fini. Et lorsqu'on a tiré, ce n'est jamais fini. Ainsi parlait le maître Hanzawa, qui fut le plus vénéré et le plus grand. Il vient de mourir à l'âge de 83 ans.
visait pas le but. Toutes facultés unifiées, il est à jamais et la flèche et le but.